Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Honda CR-V. Ça fait pas mal de temps que vous me le demandez sur la chaîne. Ça y est, c'est fait. On a fait le HR-V, on a fait le ZR-V, on fait maintenant le CR-V, on a fait quoi d'autre? On a fait la Civic. Bon, il y a pas mal de choses qui se reprennent des uns et des autres. Et cette fois-ci, on fait le vaisseau amiral de la marque, le plus gros SUV. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous fais la présentation complète du véhicule. Je vous donne toutes les caractéristiques de toutes les versions et on va essayer deux versions. On va essayer celui-ci en 4 roues motrices aujourd'hui et demain la version plug-in hybride, donc PHEV, en 2 roues motrices également. On va se faire un petit test. Bon, je vous donne toutes les caractéristiques de ces autos. Et juste après, essai sur tout type de route. Alors, le nouveau CR-V, il est disponible à partir de 54 000 €. Ensuite, version 4 roues motrices, 57 000 €. Ensuite, on a une version PHEV à 63 150 €. Différentes motorisations comme on peut le voir. Si vous voulez, on va commencer par parler de la motorisation. À chaque fois, c'est un moteur 2 litres de base Honda qui fonctionne comme sur la Honda Civic. Alors, je ne sais pas si vous avez très bien suivi, mais également, on va voir des nouveautés sur cette version de ce bloc, puisque le 2 litres alimente une batterie. Pour les versions full hybride ou IHEV, donc IHEV, c'est une petite batterie de 1,05 kWh qui se situe dans le coffre, qui est en fait alimentée par le moteur thermique et qui envoie la puissance qui est transmise un peu comme un générateur en électricité à la batterie à l'arrière, et ensuite la batterie renvoie la puissance aux roues, que ce soit une 2 roues motrices ou une 4 roues motrices. Lorsque c'est une 2 roues motrices, c'est à l'avant, ça envoie moteur à l'avant. Lorsque c'est une 4 roues motrices, c'est le même principe, sauf qu'on a un différentiel supplémentaire qui retransmet la puissance sur les 4 roues motrices. On verra, on va se faire un petit atelier, un petit peu tout terrain juste après, voir un petit peu comment ça fonctionne et surtout si c'est efficace. L'avantage, c'est qu'on peut toujours rouler en mode 100% électrique dans certaines phases, lorsqu'on ralentit, lorsqu'on freine, et également lorsqu'on est en ville, il va y avoir certaines périodes en 100% électrique ou même sur la route, lorsqu'on n'a pas besoin forcément de la puissance du moteur thermique. Mais également, pour ceux qui savaient, sur la Civic, à l'époque, il y avait déjà une sorte de pignon, une sorte avec un embrayage qui embraye ou désembraye selon lorsqu'on va rouler. Si on est sur autoroute à allure stabilisée, eh bien, on avait une sorte de pignon où c'était plus la batterie qui était alimentée, mais c'était directement le moteur qui entraînait les roues. Donc ça, c'était bien pour baisser les consommations sur autoroute. Cette fois-ci, ils ont fait ça pour les régimes stabilisés en ville et les régimes stabilisés à haute vitesse. Il y en a un à basse vitesse, il y en a un à haute vitesse, pour éviter que justement le moteur tourne trop vite ou haute, et en fait, il va adapter selon les consommations, basse vitesse ou haute vitesse, si il est plus intéressant d'envoyer l'électricité à la batterie qui renvoie aux roues ou si c'est directement le moteur thermique et qui alimente les roues comme une voiture traditionnelle. Donc ça, c'est la nouveauté sur cette version et qui arrivera ensuite sur les autres modèles à l'avenir, mais inauguré sur le CR-V. Ensuite, toutes les versions font 184 chevaux, le 2 roues motrices, le 4 roues motrices et le plug-in hybride. Donc à chaque fois, c'est exactement le même principe, c'est le même moteur. La batterie change juste sur la version plug-in hybride et on a un plus grand coffre sur la version plug-in hybride, ce qui peut paraître incroyable, mais la version de la batterie plug-in hybride se situe sous le plancher de la voiture, ce qui permet d'avoir un plus grand volume de coffre. Également, on pourra la recharger, donc en 6,8 kW. Ce sera une batterie de 17,7 kWh. C'est annoncé une recharge en 2h30 environ, selon les températures. S'il fait très chaud ou très froid, ça peut évoluer un petit peu. Je crois à moins 25 degrés, c'est 4 heures, mais ça reste quand même plutôt correct. On pourra également recharger cette voiture en roulant, et contrairement à d'autres marques où ça fait exploser les consommations, Honda m'a dit que ça faisait 2 litres de plus supplémentaires. Alors ça, il faudrait tester sur la version plug-in hybride, et on recharge en environ 1 heure la batterie. Au niveau de l'autonomie annoncée en plug-in hybride, ça veut dire avec celle qui se recharge, en 100% électrique, on pourra tenir jusqu'à 81 km et 105 km en ville. Est-ce que la ville s'accélère moins vite, etc. Et on a des phases de rechargement au freinage. Il faudrait tester, mais normalement, demain, j'essaye la version. On verra ce que ça donne. Donc là, on a parlé un petit peu de tout ce qui était motorisation, plug-in hybride et full hybride. Il n'existe que 3 versions. Au niveau de la taille de la voiture, elle fait 4,70 m de long, 1,86 m de large sur 1,68 m de haut. Et là, on a des barres de toit. Aujourd'hui,
Au niveau de la garde au sol, 19 cm, ce qui normalement est censé passer partout. On verra tout à l'heure, on va faire quelques petits obstacles. Au niveau du poids de la voiture, entre 1825 kg pour la version 2 roues motrices, 1875 kg pour la version d'aujourd'hui 4 roues motrices et 1988 kg, donc en gros 2 tonnes, pour la version plug-in hybride. Elle sera disponible en 5 couleurs, dont ce bleu, le blanc, le rouge, les gris, et ensuite on aura un doré spécifiquement qui sera la 6e couleur pour la version plug-in hybride. Pour les performances de cette voiture, au niveau de l'accélération, pour les 3 modèles, le 0 à 100 se fait entre 9 et 10 secondes. Tiens, d'ailleurs, je me pose une question, est-ce que vous savez depuis quand le CR-V existe? Petit bon point pour la personne qui met la date. Alors, sur l'avant de ce CR-V, on reconnaît la patte Honda avec cette calandre et surtout ce gros logo Honda en plein centre. Et puis, comme on peut le voir, les capteurs sont intégrés directement ici pour les aides à la conduite. Une petite caméra juste en dessous. On va repartir du haut, un capot plutôt bien à plat, un long capot, ce qui fait vraiment statutaire sur cette voiture. Capot avec les petites parties creusées ici, petite ligne très simple, et ensuite une longue partie avec le nez qui vient ici sur cette longue ligne chromée qui est plutôt bien finie et surtout avec une sorte de petite texture que j'adore, une sorte de micro-billage plutôt joli. Alors c'est pas vraiment micro-billé, mais c'est des tout petits poinçons on dirait. J'aime bien, ça donne une sensation différente. Sur les côtés, on a des phares à l'avant qui sont bien sûr en LED, avec les feux automatiques. On est quand même sur une voiture assez haut de gamme. Partie ici où les plastiques sont brillants, pareil avec des petites finitions, des petites barres. Gros radiateur derrière, support de plaque et ensuite la partie ici plus basse qui est en plastique, plastique brut, puisque c'est une voiture qui se veut un petit peu off-road, pourquoi pas. Avec le contraste en bleu comme ça, c'est plutôt sympa. On a les petites entrées d'air ici pour les rideaux d'air qui viennent ressortir là dans les arches de roue. Ça joue également sur l'aérodynamique et le CX, et je vous en parle assez souvent. Et cette partie ici, et plus les petites bavettes ici qui jouent aussi sur l'aérodynamique. On s'en rend pas compte, mais juste grâce à ça, des fois on peut gagner des grammes de CO2. Ce qui est important pour tout ce qui est malus, etc. de nos jours. Sur le côté, on voit qu'un petit à petit, les voitures deviennent de plus en plus grandes. 4,70 m de long cette fois-ci. On voit que c'est SUV également avec les arches de roue, comme d'habitude, avec cette partie plastique qui se prolonge ici, qui fait le tour des arches de roue, qui fait le tour de la voiture jusqu'à l'arrière. Petite chose, on peut noter ici, c'est ce réflecteur ici, un petit peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, souvent même, la voiture ici reste allumée sur les côtés avec l'orange. On a des jantes aujourd'hui en 18 pouces. Des freins à disque à l'avant et à l'arrière. On a bien sûr un freinage récupératif lorsqu'on décélère, puisque c'est une version hybride. La particularité sur ce rétroviseur, c'est qu'on a une caméra supplémentaire pour pouvoir nous montrer l'angle mort lorsqu'on va se rabattre. Ça peut être un petit plus, mais on l'a que d'un côté. Il y a d'autres marques comme Hyundai ou Kia qui le mettent directement dans le tableau de bord. Là, ici, ils le font sur l'écran central. C'est pas trop mal, c'est une petite sécurité en plus, mais ça change le rétro, puisque ce n'est pas la caméra de la caméra 360 qui fait ça, c'est une caméra dédiée. Ensuite, sur le côté, on peut voir quelque chose d'assez simple, juste une ligne qui traverse totalement ici du phare avant, qui traverse tout le long jusqu'au phare arrière et qui fait la ligne de feu, des poignées type frigo à l'avant et à l'arrière, des entourages chromés autour des fenêtres. On peut voir les vitres arrière surteintées, comme quasiment toutes les voitures de nos jours, les barres de toit en noir. Franchement, c'est une voiture qui fait plutôt sympa, et la belle couleur avec ce bleu pailleté, c'est vraiment joli. Et surtout, ce que je vois, c'est que la peinture a l'air plutôt de bonne qualité. Au niveau de la réflexion, c'est plutôt joli. Sur l'arrière, donc on a cette partie ici. Est-ce que vous d'ailleurs, ça vous rappelle une autre marque? Moi souvent, quand j'ai un feu de ce type-là, ça me rappelle une autre marque. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Sur la partie haute, l'antenne type requin, tout là-haut, un petit béquet ici qui intègre le 3e feu stop. On a une partie peinte et ensuite on a une partie plastique ici. Vitres surteintées, l'essuie-glace à l'arrière, le logo Honda entouré de bleu pour le côté hybride, la caméra de recul qui se situe juste un petit peu en dessous, et ensuite c'est parti avec trois sortes de 3 virgules et cette partie qui remonte sur la hauteur. Le IHEV pour cette version. De l'autre côté, le CR-V avec marqué AWD pour All-Wheel Drive, ça veut dire les 4 roues motrices. Ensuite, tout est peint jusqu'à cette partie. Ensuite, là, on a toute la partie basse en plastique, mais plastique brut, avec les réflecteurs, les capteurs
pour le radar de parking. Et ensuite, les échappements ici avec des enjoliveurs d'échappement, parce qu'on ne sort plus directement les échappements là, sur la plupart des voitures de nos jours. Et une sorte de petite lamelle ici, un petit peu comme une sorte de diffuseur. Lorsque j'ouvre le coffre, alors plusieurs volumes de coffre comme je vous ai dit, selon les versions. Pour le volume de ce coffre, 579 litres pour la version 4 roues motrices. La version 2 roues motrices, 587 litres. On peut voir, bon, ça joue à pas grand chose, 8 litres de différence, très peu de différence. Par contre, pour la version plug-in, comme je vous disais, puisque la batterie ne se situe pas sous ce plancher, elle est cachée directement sous le plancher de la voiture, on prendra jusqu'à 617 litres. Donc là, ça fait quand même une différence un petit peu plus notable et on pourrait aller jusqu'à 1643 litres lorsque la banquette est rabattue. Bon, sans douter. Regardez l'espace que j'ai et j'occupe même pas la moitié du coffre. On pourrait remettre un autre moi ici sans problème. Pour info, j'ai un collègue, Soufiane, qui a fait rentrer 2 motos compo Honda dans ce coffre. Et ça, c'est quand même assez incroyable. J'aime bien quand il y a des petites histoires comme ça, c'est comme la Honda Civic, la Type R. À l'époque, on pouvait rentrer un deuxième set de pneus à l'intérieur du coffre. C'est juste incroyable. Et c'est vrai que les coffres sont quand même plutôt spacieux. De ce côté-là, comme j'ai la Sono, un haut-parleur avec le caisson de basse, la plage ici en tissu, et surtout on peut l'enlever, et on a les sièges qui peuvent se mettre sur plusieurs positions. Au niveau de l'inclinaison, on a un petit crochet de ce côté-là, un petit crochet de ce côté-là, la prise 12 volts et de l'espace sur les côtés. Bon, allons voir l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, déjà première bonne surprise, c'est regarder l'ouverture de cette porte. La porte s'ouvre quasiment à 90 degrés et ça permet une accessibilité juste formidable. Pareil, si je dois mettre des sièges bébés, bien regardez, enfin j'ai la plage, je peux le glisser, emmener, coucou bébé, la tétine. Tout ça, c'est bien pratique et même pour les personnes plus âgées, ça permet de monter plus facilement, de venir se tenir comme elles veulent. Donc, j'enjambe, je monte dans cette voiture. Hop, la portière, par contre, effectivement, cette fois-ci, comme elle s'ouvre en grand, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Au niveau de la portière, on a du moussé sur le haut, des plastiques durs sur le bas, avec le petit cervet au niveau du haut-parleur. Partie sympathique avec une baguette ici en alu brossé. Enfin en plastique mais style alu brossé, la poignée, un petit haut-parleur également ici, siège chauffant pour les 2 sièges sur l'extrémité ici et les vitres électriques. Petit accoudoir en simili-cuir et au niveau de la tête, donc moi je fais 1,80 m, j'ai de l'espace un petit peu plus creusé ici malgré le fait qu'il y a un toit ouvrant sur la partie avant, on a les lumières au centre mais je suis plutôt bien. Ensuite normalement on a la petite poignée ici qui me permet de m'incliner et regardez lorsque je suis incliné. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai l'impression d'être dans un canapé très très relax parce que je suis incliné vraiment énormément. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sièges qui s'inclinent tant que ça. Et au niveau de l'inclinaison minimum, c'est là. Donc là, c'est très droit. Alors clairement, là, je ne touche pas et c'est pas possible. Mais on a plusieurs crans un petit peu partout. Alors, celui-ci, je trouve que c'est le bon confort, c'est un petit peu incliné en arrière et en même temps je suis bien parce que la version totalement en arrière c'est bien pour des longs trajets, on part en vacances, les enfants derrière, papa ou maman derrière selon qui conduit. J'ai de l'espace au niveau des genoux, on a des sièges à l'arrière très simples, on a un plancher quasiment plat avec une sorte de petit tunnel central quand même sur cette partie là. J'ai de la place sous le siège, je suis plutôt bien. Au niveau du maintien latéral, les sièges sont très ouverts, donc il n'y a pas forcément énormément de maintien latéral, mais comme le dossier est un petit peu mou, donc on s'enfonce un petit peu, ce qui fait que ça nous garde un petit peu. Poignée pour tout le monde, de LED ici, une partie avec le toit vitré. Alors c'est pas un vrai panoramique qui vient jusqu'à assez loin, mais un grand toit avec la partie avant qui est ouvrante. De ce côté-là, on a la climatisation, mais on ne peut pas régler sa ventilation. On peut juste régler un petit peu le débit d'air et où est-ce que je veux l'orienter. 2 ports USB-C sur l'arrière pour les recharges rapides, des poches aux manières de chaque côté. Un autre couloir ici, alors il n'y a pas de languette, mais il y a de la place pour mettre ses doigts. Double porte-gobelet ici, et la banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a les boucles de ceinture ici, par contre, petite déception pour moi, la ceinture n'est pas sur la banquette. Et ça, je ne suis pas très fan, il faut aller la chercher là-haut directement. Donc on attache ce côté-là et ensuite on fait le tour et on vient attacher la deuxième boucle. Hop, et après, donc ça, il faut bien penser à le remettre, ou sinon, si ça pend,
ça peut faire un petit peu de bruit. Ça, voilà, un petit point où on aurait pu le mettre sur la banquette quand même. La place du milieu, je viens m'asseoir ici. La place est plutôt confortable. Ça, la ceinture, ça ne me gêne pas. Moi, je fais 1m80, donc quand je suis sur l'arrière, ça va. Par contre, si je me mets un peu plus droit, j'ai les cheveux qui viennent toucher directement le plafonnier. Si je me mets en position un petit peu plus relax, ça ira. J'ai quand même la petite houppette qui touche là-haut. Sinon, c'est peut-être le signe que je dois aller me faire couper les cheveux. Mes pieds, je fais du 44. Le pied ne passe pas tout droit ici. Donc, il faudrait que je sois un petit peu les pieds en canard. Ou remonter un poil. J'ai de la place pour les genoux. Le dossier n'est pas inconfortable. Pourtant, c'est un accoudoir. Et pour un accoudoir, il est franchement plutôt bien. J'ai une bonne visibilité sur l'avant. Bon, c'est plutôt spacieux. Ce matin, on a fait un tour en CRV. On était 3 adultes à l'arrière. Ça va, mais j'aurais pas traversé la France à 3 adultes à l'arrière. C'est plus 2 vraies grandes places et une place d'appoint au milieu. Allez, allons découvrir l'intérieur. Donc, poignée type frigo ici. La portière. Donc, comme à l'arrière, on a des parties moussées ici. Je vais éteindre le bip bip parce que j'avais laissé les feux allumés. Partie moussée, la baguette ici également, la poignée. On retrouve ensuite la mémorisation de position pour les sièges sur 2 positions, les commandes de fenêtre et de rétroviseur, le même accoudoir ici, une partie similaire. Ensuite, des plastiques durs sur le bas, avec également le CRV qu'on peut noter ici. On a les tapis de sol, c'est la seule option de ce CRV. Si vous allez l'acheter, je pense que vous négociez avec votre concessionnaire. Pierre, vous dites aussi, Nico, il l'a dit, vous offrez au moins les tapis. Voilà, ça passera. Double pédale puisque voiture automatique, le repose-pied sur le côté. On a les sièges qui sont réglables électriquement juste ici. Les sièges ressemblent à ça, pareil, ils sont quand même assez ouverts. On peut voir quand même qu'il y aura un maintien latéral et un petit peu moins ici au niveau de l'assise. Et je vais vous montrer directement l'intérieur. Alors, bonjour Honda. J'aime bien quand on a des petites animations comme ça. Non, bon, je vais démarrer la voiture parce que c'est une hybride. Ça me démarre les compteurs. Là, le Honda. Ah, là, elle s'est démarrée pour recharger un poil la batterie. Le volant. Et même l'intérieur. Si vous suivez les vidéos, vous connaissez un petit peu cet intérieur normalement. Ça, pareil, c'est ce qu'on avait découvert sur la Civic. C'est un petit peu le même style. Je vais me rallumer la clim puisqu'il fait quand même plutôt chaud aujourd'hui, au minimum. Et on va se mettre, allez, 22 degrés, ça ira bien. Volant bien rond avec le volant chauffant juste ici. Sur la gauche, on a la commande vocale. Ici, pour pouvoir faire défiler les menus de gauche. Ici, pour pouvoir faire défiler les menus de droite. On fait très simple. Voilà. Ensuite, le volume et changer de musique. De ce côté-là, c'est les aides à la conduite avec les modes, le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2 et centrage de bois si j'appuie ici. Plus ou moins de distance avec le véhicule qui précède. On peut noter qu'on a des petites palettes à l'arrière pour pouvoir changer un petit peu le régime moteur. De ce côté-là, appel de phare de cette façon, les feux auto et l'anti-brouillard clignotant. Et comme vous pouvez le voir, donc là, quand je mets le clignotant à droite, donc la caméra dont je vous parlais qui est cachée sous le rétro, juste là-bas. Par contre, si je mets à gauche, pas du tout puisque je n'ai rien sous le rétroviseur. Le compteur donc ressemble à ça de ce côté-là. Le niveau de batterie de l'autre côté, c'est le niveau d'essence. On peut changer un petit peu et configurer ses compteurs. Après, on peut se régler sa radio. Et par exemple, FG, bah, parfait, ils ont mis les radios que j'aime bien. Le volume, pour les droits d'auteur. Là-haut, tout est moussé. On a un affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Sono Bose, donc les petits rappels ici. Tout est moussé jusqu'au bout. Ensuite, on a cet écran que l'on connaît maintenant chez Honda. C'est le même qui est utilisé dans toutes les voitures. La touche Home pour rappel à cet endroit-là. On peut connecter son téléphone Apple CarPlay, Android Auto. La touche Back ici. Navigation, etc. Les petits raccourcis et changer de menu juste là. Ensuite, on a le warning en plein centre et les petits aérateurs que je peux régler directement avec ces sortes de joysticks. Le bloc climatisation en physique, 100% physique, ça c'est une très bonne chose, merci Honda de pouvoir le faire. Siège ventilé, siège chauffant sur 3 positions à chaque fois, ça c'est top pour l'été et c'est top pour l'hiver.
recyclage d'air, où est-ce que je veux me faire ventiler, des embuages avant, des embuages arrière, et ensuite la climatisation. Pour moi, la climatisation pour mon passager, il peut régler sa température et ses sièges chauffants et ventiler. Un petit peu plus bas, on a 2 ports USB, un USB type A, un USB type C. Le type A pour la connexion. Ensuite, on a le chargeur par induction juste ici. La clé de la voiture ressemble à ça, c'est toujours la petite clé de chez Honda, toute mignonne, toute petite. C'est top dans la poche, le chargeur par induction et un espace de rangement. Plus bas, on a les commandes de boîte, donc parking, reculé. Allez, regardez, je me passe en reculé. Ça m'active les caméras de recul. Comme vous pouvez voir, caméra un peu fisheye sur l'arrière et caméra 360, c'est une réelle 360. Et je peux modifier également mes plans selon l'angle de vue que je souhaite. Et je peux également même avoir les roues, alors peut-être pas quand je suis en mode reculé. Voilà, où je peux passer en grand écran de cette façon. Bon, il y a quand même pas mal de choix. Je trouve ça plutôt bien. Voilà. Parking, je rappuie ici, c'est rouge. Lorsque je passe en neutre, c'est rouge également. Parking, c'est rouge pour dire que c'est pas fait pour avancer. Reculer, c'est vert. Et touche B et D, c'est vert, drive ou le mode break. Donc, lorsque je rappuie, je passe soit en mode B, à récupération d'énergie. Et là, je peux jouer de la palette pour jouer au mode de récupération d'énergie. Et en D, c'est le mode drive. De ce côté-là, on a le frein de stationnement. Le brake hold, c'est pour que je n'ai plus à freiner lorsque je m'arrête à un feu. Et ça restera mémorisé. Et les drive modes, donc lorsque je vais modifier, on a le mode sport, normal, éco et neige, puisque c'est une voiture tout-terrain. Le mode neige peut être bien pratique à la montagne. Hop, on va laisser le mode normal. Un petit peu plus bas, on retrouve double porte-gobelet avec un petit gel. C'est fini le Covid, j'espère. Là, de quoi mettre des stylos, un gros accoudoir ici qui se soulève, petite partie où on peut poser les choses sur le haut et on peut voir, il est assez profond. On pourra mettre des petites bouteilles 50 centilitres à l'intérieur, je pense qu'on pourra en mettre 4, peut-être 6 si vous êtes doué. L'accoudoir, lui, ne bouge pas, il reste fixe. Les sièges, je vous ai montré, la partie du toit ressemble à ça. On peut bien sûr fermer le rideau. Lorsque c'est fermé, ce que j'aime bien, c'est que pareil, c'est clair, ça amène de la luminosité dans l'habitacle. Hop, et c'est fermé. Ensuite, je peux juste ouvrir par exemple la partie avant qui s'ouvre et le rideau n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'arrière. Et là, on peut voir que ça effleure juste ici avec bien sûr le filet anti-remous juste ici. Je vais laisser ouvert ça et je vais refermer le toit. Sur la partie haute, un petit truc que j'adore moi, c'est la boîte à lunettes ici. Si on a des enfants, c'est le miroir pour pouvoir parler aux enfants et les regarder, voir s'ils font pas de bêtises ou s'ils font bien dodo. La touche SOS pour les appels d'urgence, désactiver les appels d'urgence, les lumières et les petites LED sur le côté. De cette façon, le miroir est trop chrome et les bords très fins. Là-haut, on a de quoi mettre ses cartes ici directement. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça avec la petite LED. C'est une ampoule celle-là, c'est pas une LED. Avec un miroir assez grand. Le micro pour lorsque je parle en Bluetooth et ma poignée. Et je vous ai pas montré la boîte à gants. La boîte à gants, faut pas oublier, parce que sinon vous me criez dessus après. Là voilà, une petite boîte à gants, on a juste de quoi mettre ça et 2-3 papiers. C'est pas forcément hyper spacieux. On a même le verrouillage de la voiture sur les portières directement là. Dans les bacs de porte, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis des feuilles A4. La feuille A4 rentre de cette façon. Le bouton pour démarrer la voiture est ici, ce que je ne vous l'avais pas dit. Et sur le côté, on a de quoi désactiver l'ESP et ouvrir le coffre à distance, puisque c'est un coffre ouverture électrique. Normalement, vous savez tout sur ce CR-V, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne sur la route. Oh, ça avance. Alors là, cette fois-ci, on est sur une zone un petit peu tout terrain et je suis avec Laurent. Merci Laurent de nous accompagner, qui va nous faire une petite zone où il y a quelques difficultés. On va voir ce que ça donne. On va pouvoir voir un petit croisement de pont, un endroit avec des rouleaux pour voir la motricité de la roue et ensuite monter descente et un petit levier balancier qui est assez rigolo à faire. Ouais. C'est toujours sympa. Donc 4 roues motrices, mode neige. Pourquoi mode neige ? Parce que ça va affiner l'automatisme des capteurs et ça va derrière nous donner beaucoup plus de réactivité au niveau des roues. D'accord, plus de motricité et au cas où il y ait besoin que ça puisse gérer roue par roue. Qui est une interaction quasi immédiate sur les roues qui perdent l'adhérence. Donc j'accélère juste un petit peu. Tout petit peu maintenant. Voilà. Voilà. On reste comme ça gentiment et sur le couple. Un petit peu à gauche, tout droit. On se fait quand même guider, c'est quand même plus pratique. Ouais.
Alors ce qui est top, c'est ce silence. Ouais. Et je sens que, en fait, en appuyant légèrement sur la pédale, j'ai un petit peu de couple. Et ce qui est top, c'est que ça permet en fait de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment et pouvoir remotricer. Tout à fait, et instinctivement. Et l'avantage comparé à d'autres choses, c'est que avec ce couple et qu'on ait le couple dès le départ, ça permet de pouvoir y aller progressivement. Jouer. Donc là, on joue par exemple, là, on joue sur la balance. Donc là, en gros, on se fait un petit croisement de pompe. On sent la voiture qui joue un petit peu, qui balance. Et même si on repart un petit peu, hop, on sent qu'on est vraiment totalement de travers. Ouais. Là, on a la roue arrière droite qui est grosso modo à 70 cm décollée du sol. Effectivement. Et donc là, on voit aussi la rigidité de la caisse. Aucun craquement. Ouais, pas de craquement. Pourtant, en plus, on a le toit vitré et panoramique. On pourrait même se permettre d'ouvrir une porte, de la refermer. Il n'y aurait pas de déformation. Ok. Bon, allez, on continue. Petite expérience. On y va doucement. Hop. On voit que ça passe quand même quasiment partout. Là, on a des rouleaux pour voir justement la motricité. Oui, et les rouleaux perte d'adhérence supérieure à la perte d'adhérence qu'on a sur de la neige ou du verglas, puisque ce sont des rouleaux qui sont sur des roulements à billes, hein, donc il n'y a pas de frottement au sol. Donc automatiquement, là on a une perte d'adhérence mais totale. Et là le véhicule va réagir très vite. Il faut vraiment observer la roue pour voir le micro-freinage qui s'opère. Donc là, on garde juste un petit peu de vitesse. Tout doucement, léger. Hop. Un filet de gaz. Petit filet. Hop. Voilà. Effectivement, on a senti la roue. Voilà. Hop, si je réaccélère. On sent aussi un peu à l'arrière, la roue arrière. Effectivement, on sent que les autres font bien leur boulot. Et les caméras, enfin c'est franchement bluffant. Ouais, un peu à gauche. Bon là on a le petit balancier, ça c'est le côté assez marrant. La dernière fois que j'ai fait ça c'était avec un Wrangler. On arrive plus bas. Ce niveau-là, ça va tomber. Ok. C'est pas comme ça. Allez. Allez. Encore un tout petit peu et ça va tomber. Voilà. On n'est pas trop secoué, on n'est pas, voilà, c'est un confort. Et on sent que c'est pas allé en butée. Et on est quand même, non, et puis on est quand même tombé d'1,60 m. Effectivement. Ça le fait. Ouais. C'est facile et dans le calme en plus. Ouais, et à la portée de tous. Effectivement. Merci bien. Merci à vous. Puis on va continuer sur la route. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce CR-V 4 roues motrices IHEV. J'ai remis tous les compteurs à zéro, on va se faire une petite boucle, on va voir ce que ça donne. Alors ce qui est top, c'est toujours ce départ dans le silence en électrique, j'adore ça. Je règle ça. Ah, ça y est, ça démarre. Donc effectivement, quand le moteur se démarre, on l'entend un petit peu. Il y a une petite zone un petit peu ici, c'est du chemin. On va se la faire tout de suite. Ouais, c'est un chemin très propre, donc c'est pas forcément dégradé. On sent que la suspension est plutôt confort. Après, la plupart des Honda sont quand même typés vraiment voiture confort. Même si je roule un peu plus vite. Je vais passer là dans les graviers. Je vais dégrader. Ouais, c'est quand même très typé confort. Donc le moteur se démarre, c'est le 2 litres. Le 2 litres alimente constamment la batterie qui renvoie la puissance aux roues. Parce que j'adore, il y a la petite Honda E, j'adore cette voiture. En plus c'est une voiture d'ici, c'est même pas une voiture que Honda a amenée. Là, je suis en phase de descente, côté électrique, puisqu'on n'a pas trop besoin de solliciter le moteur. Donc, silence en élec. Ce qui est top là, il y a un tout petit rond-point. On va pouvoir tester le rayon de braquage. Je braque à fond. Ah, ça tourne mieux que ce que j'aurais pensé. Je suis rentré sur le rond-point. Un petit chat. Ah, c'est pas mal. Ça se débrouille plutôt bien. Puis là, ils sont en train de charger les voitures sur le camion. Je suis le dernier à utiliser la voiture. Allez. Donc, on a un moteur avec un typage vraiment spécifique, puisque en fait ça monte haut en régime pour alimenter la batterie si vous avez besoin de puissance. Par contre, il y a toujours cet effet de passage de rapport qui est assez intéressant lorsqu'on va accélérer plus fort. Donc ça fait une sorte de passage de rapport, le régime monte, redescend, et ensuite il repart. C'est plutôt sympa. Ça change du... Et c'est vrai que c'est plutôt plaisant. Là, je suis en descente, donc forcément, je repasse en électrique. À chaque fois que je freine, je régénère un petit peu la batterie. J'ai la caméra, j'oublie tout le temps ça.
Et alors ça peut être bien et pas bien, puisque par exemple, là je l'avais mis, ça peut me perturber dans le GPS, mais c'est quelque chose que je peux désactiver bien entendu. La direction est plutôt agréable, elle n'est pas trop assistée, on a quand même un certain retour, ce qui est plutôt agréable. Et là pareil, je reste en descente, donc même si je relâche, je peux même passer en mode B, qui me donne plusieurs forces de régénération, et là je peux jouer à la palette, quasiment aucune régénération, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 4 barres c'est quand même un freinage qui récupère pas mal. Ça fait presque limite un one pédale, mais bien sûr ça n'ira pas jusqu'à l'arrêt. Donc ça c'est bien d'en jouer en ville également. Bon, on va se mettre à 50 km/h. Hop, 50 km/h, régulateur, ils m'ont dit que c'était 50 ici. Ah, je peux pas régler le régulateur si je suis en B. Il veut que je sois en D. Bon, ça c'est un petit peu dommage, la plupart des voitures ça fonctionne. Ici je le mets là, effectivement cette fois-ci ça fonctionne. Passage, chemin de fer, suspension très confort. Et c'est reparti. Il y a pas mal de ronds-points ici, je vais me remettre le régulateur juste après là. La pédale de frein est assez ferme, bien progressive. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu là. Franchement, ouais, c'est pas mal. Hein. Rond-point, vous connaissez tous le test rond-point. On va mettre un petit peu de rythme. On est sur une version 4 motrices. Ça s'ouvre un poil. Quand je relâche, comme on a le freinage régénératif, ça appuie un peu l'avant et ça emmène un peu l'arrière. Mais ça tient quand même plutôt bien. On va pas se cacher les choses. Ça couine un peu des pneus. Mais ça reste plutôt bien équilibré. Quand on y va un petit peu fort, ça s'ouvre un poil, mais beaucoup moins que l'ancienne version. Allez, je me mets à 50. 50 pour se faire le petit test. Il n'y a quasiment personne ici. C'est très silencieux, surtout quand on est dans une phase électrique comme ça. Le moteur s'est coupé. On traverse là les petits villages. C'est agréable. Pas de bruit de moteur tant que le moteur n'est pas démarré. La suspension filtre plutôt bien. Bon, c'est pas mal. Allez, ici ça réaccélère. Ça passe à 80. Donc ça monte de 10 en 10. Je vais me faire un petit boost 70. 70, le moteur s'est redémarré, mais franchement, il n'est pas trop présent. Juste quand il accélère un petit peu, ça va. Par contre, quand on a un régime stabilisé, c'est plutôt plaisant. Là, je fais exprès de passer sur les anomalies. Ça va, je bouge un petit peu dans la voiture, mais on sent que ça filtre assez bien. C'est pas mal. Là, bip bip, c'est parce qu'il a détecté le panneau 50, donc je ralentis à 50 pour qu'il soit content, puisque maintenant avec tous ces lectures de panneaux, toutes ces assistances et quand on dépasse la vitesse, voiture pas contente, Tesla pas contente. Et allez, c'est parti, 0 à 100. Allez, pied dedans. « 80, 90 et 100. Vous avez pu l'entendre, en fait on a l'impression vraiment de ce passage de rapport. Il faut passer ici, c'est tout petit ça. Alors ça c'est quand même la chose plaisante qu'ils ont réussi à faire. Et ensuite, donc je l'ai pas vraiment senti ce moment où c'est le moteur thermique qui passe. Ouh, c'est très dégradé ici. C'est vraiment pas mal. Comme je disais, j'ai pas senti ce moment où en fait c'est le moteur thermique qui tourne constamment pour pouvoir alimenter directement la traction. Tout ça est automatique et en fait c'est 100% transparent en fait pour l'utilisateur. Centrage de voie, je veux qu'elle conduise toute seule. C'est parti. Moi ça c'est vraiment l'option que j'adore. À partir du moment où il y a de la route à faire, des longs trajets, régulateur, 130 km/h, 110, 90, 80, c'est droit, il y a des lignes, je fais totalement confiance à la voiture, c'est vraiment reposant. Et heureusement que maintenant il y a ça sur quasiment toutes les voitures qui sont un minimum haut de gamme, même maintenant ça arrive petit à petit sur les voitures les plus accessibles.
à 90. Là, le moteur thermique s'est coupé. Donc là, je roule en électrique. Un petit peu de bruit de roulement. Les voitures qui sont passées sur le côté, c'était plutôt bien isolé. Après, j'ai le toit ouvert, donc ça joue aussi également sur le bruit dans la voiture. Parce qu'au final, le verre, ça réverbère un petit peu. Non, ça reste plutôt confort. C'est pas trop mal insonorisé. On est bien. Franchement, on est bien. La fonction intéressante également, c'est la fonction embouteillage avec ce régulateur adaptatif. C'est par exemple là, ça ralentit devant, la voiture ralentit d'elle-même. C'est agréable. Et dans les bouchons, ça va jusqu'à l'arrêt, ça repart tout seul. C'est quand même un vrai plus. Moi qui fais beaucoup de bouchons, beaucoup de voitures et beaucoup de périphes à Paris, je trouve ça juste excellent. Et puis même, toujours avec le centrage de poids, ça suit les voitures de devant. Ça permet de profiter un peu plus du paysage, même s'il faut quand même rester vraiment attentif à ce qui se passe sur la route. Mais regardez, par exemple là, ça va aller quasiment jusqu'à l'arrêt. Ça ralentit. En électrique à chaque décélération. Ça réaccélère si besoin. Et dans les bouchons, pareil, on va être en phase électrique. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que sur les petites routes, ça consommait plus que là. Alors ça montait, ça descendait un petit peu. Mais là, je fais de meilleures consommations. Depuis que je suis sur la route à 90, ça baisse un petit peu. Là, je suis à 6 litres de moyenne pour le moment. 30, mais on est retourné sur des petites routes sinueuses où le Cayenne, il se fait plaisir. Donc, au niveau de la sensation de conduite, c'est plutôt sympa. Ça reste assez dynamique. C'est une bonne auto, même en virage, lorsqu'on arrive un peu fort, ça s'appuie un poil. Mais c'est franchement une très bonne auto. C'est plaisant à conduire. Je suis bien. J'essayerai demain tout de même avec la version PHEV, puisque je réessaye une autre voiture demain, d'essayer de vous trouver une petite partie à 130, puisqu'au final ça reste le même moteur, c'est juste qu'il y aura plus grosse partie électrique. Et ça reste la même voiture au final. Franchement, c'est pas mal si je désactive ça. Bon, ok. Je bouge ça, je me remets bien. Ok, quand on fait ça, alors on sent que c'est mou, ça s'appuie. Malgré la suspension, voilà, on sent que ça ballotte un petit peu. Par contre, lorsqu'on est en appui en virage, franchement, on le sent pas trop. Et même si là, je fais, hop, ça s'appuie un poil. Mais c'est pas trop gênant, c'est pas hyper mou non plus. Et sur les gros freinages, si ça freine un petit peu et on sent qu'elle plonge un poil. J'ai pas fait le freinage, le 100 à 0 d'ailleurs. On va peut-être le faire là en arrivant à rond-point. Alors peut-être pas le 100, mais le 70 à 0. On va voir ce que ça donne. Il n'y a personne derrière. Le but c'est pas de surprendre tout le monde non plus. Faire en arrivant au rond-point. Normalement tout est bien calé dans le sac. On freine plutôt bien. On voit la suspension qui rebondit un petit peu sans que c'est confort. C'est plutôt typé confort. Et pareil pour les réaccélérations et autres, le fait que ce soit la partie électrique qui amène la traction ou la motricité en 4 roues motrices, on a des relances qui sont quand même sympas. On sent qu'on a du couple et que ça relance, et surtout que c'est super fluide. Ça donne vraiment pas la même sensation qu'une voiture thermique. Allez, c'est parti. Donc dans cette version aujourd'hui, qui est la PHEV, donc la plug-in hybride rechargeable. Déjà dans les drive mode, on va passer en mode EV automatique. Drive mode, on a toujours sport, normal, éco, neige ou remorquage. Remorquage qui me démarre le moteur tout de suite. Alors c'est pas le but, on va se mettre en éco et en EV. Alors le moteur trop froid, attendez que la température du moteur augmente. Donc quand le moteur se démarre, vous voyez qu'il va pas rester juste allumé un petit peu et se rééteindre, donc il va se mettre à température. Alors je le laisse se remettre en température. La batterie est chargée à 100%. Ils annoncent entre 81 km en mixte et 105 km en cycle urbain. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, il faut que je me mette mon CarPlay. Également remettre les consommations à 0. Réinitialiser.
Bon allez, c'est parti, mode électrique. On a le mode D et le mode B. Le mode B qui est en mode électrique est intéressant puisqu'il va nous créer de la récupération comme sur la version hybride simple. Sur l'hybride rechargeable, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut recharger à l'infini quasiment si la batterie n'est pas pleine. Et même quand on est sur des petites routes de montagne, l'avantage du PHEV, c'est qu'on va pouvoir recharger très longtemps et faire que du freinage régénératif par exemple. Parce que quand on est en montagne, on use beaucoup ces plaquettes puisqu'on freine beaucoup. On fait du frein moteur, alors que là, avec l'électrique, ça va être top puisque ça ne fera pas de bruit et ça va recharger cette batterie. Donc, on se dit, pour la montagne, c'est pas forcément l'idéal, mais en fait, il y a quand même de gros avantages. Il me l'a démarré là puisque j'ai la batterie qui est pleine. Donc le mode B n'est pas actif au tout début de la batterie, puisque on ne peut pas recharger plus la batterie. Donc le mode B à utiliser un petit peu plus tard. Le mode 100% électrique, c'est quand même très agréable. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Toujours le côté confortable. L'avantage qu'on a dans celui-là, c'est qu'on peut rouler vraiment très longtemps juste en élec sans avoir le moteur qui se démarre. Et ensuite, ça redevient l'hybride qu'on connaît sur le HEV que je viens d'essayer. On entend juste les bruits de roulement. Moteur, forcément, on entend pas de bruit puisque moteur électrique. Donc, à part des bruits de roulement, ça reste quand même plutôt intéressant. Donc là, je vais mettre le régulateur. Panneau 70, centrage de bois. Pareil, j'ai toutes mes aides à la conduite sur cette version haut de gamme, la version PHEV, la version qui est haut de gamme. En plus, donc, on a même le toit vitré. Je peux même vous l'ouvrir pour que ce soit un petit peu plus clair dans cet habitacle. J'avoue, vous me connaissez, j'aime bien quand il fait clair dans la voiture. Ça mène un petit peu plus de plaisir. Et ça réveille dès le matin. Alors il est 9h, j'abuse. Bon, à 70, 100% électrique, juste quelques bruits de roulement. Un petit peu plus de bruit dû à la pluie. Ça reste toujours très bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Je me disais aussi, ça me paraissait très bien insonorisé. Vitre double vitrage qui permet d'avoir une bien meilleure isolation. On a l'impression d'avoir une voiture électrique. On n'a pas autant de puissance que lorsqu'on est en cumulé, mais ça suffit largement pour pouvoir rouler au quotidien de cette façon. On va voir ce que ça donne sur le mouillé. Alors la différence de poids, je vous avoue que je la sens très peu entre celle-ci et la HEV. Il y a une centaine de kilos de différence. 100 kilos de différence sur une voiture, ça se ressent pas trop, à moins que ce soit une vraie voiture de sport très radicale. Mais sinon, franchement, on sent pas la différence. Et même sous la pluie, ça tient plutôt bien. On peut y aller un petit peu. Allez, on réaccélère. Même en élec, ça suffit. Alors ne pas appuyer tout au fond de la pédale, sinon ça redémarre également le moteur thermique. Ici c'est 90. Donc 90. Je vais aller me chercher un petit bout d'autoroute pour faire aussi du 130 et faire vraiment un mixte. Parce que le but c'est de faire un vrai mixte. Ce qu'il faut savoir, c'est que 110, 130, ça va consommer beaucoup plus que 70, 80, 90. Mais on est là pour tester dans toutes les conditions et se faire un vrai mixte. À 90, un peu de bruit de roulement. Après, c'est un petit peu faussé aujourd'hui comme il pleut. Mais la suspension reste toujours très agréable. Et ça roule tout seul. On aurait peut-être pu faire un poil mieux au niveau des bruits de roulement. À la plage arrière aussi n'est pas refermée. Ça joue un petit peu dans l'habitacle. Bon alors, j'arrive sur une partie d'autoroute. Donc là, j'ai perdu ma première barre à 14 km et demi. Là, j'en suis un petit peu plus. Allez, on réaccélère. Et on va se mettre à 110 dans un... Oh, une i20N. J'adore cette voiture-là. i20N, c'était une de mes voitures préférées. La petite sportive au top du top. Allez, je me mets derrière la Tesla. 110 pour commencer. On se fait 130 juste après. Comme je disais, entre 110 et 130, il y a un réel gap de consommation lorsqu'on est en électrique. En thermique, pas tant que ça. En électrique, ça joue vraiment pas mal. À 110, on commence à avoir de très légers bruits du vent au niveau des rétros. Sinon, ça reste bien insonorisé toujours. Des bruits de roulement.
et qui reste quand même plutôt correct. Je suis bien sûr toujours en électrique. Bon, allez, on va se faire le bout de 130 maintenant. On va essayer de se faire aller environ 5 km. Ah non, il m'a annulé le mode EV. Enfin, peut-être parce qu'il a accéléré un peu trop fort. Auto-vérif, moteur démarré. Ok, donc là il est repassé en EV. Parce que au régulateur il a accéléré un peu trop fort pour aller se mettre à 130. Ah non, c'est moi sans faire exprès, j'ai mis 140. Peut-être que ça a joué. Allez, on va quand même essayer de se mettre à 130 un petit bout. Je réaccélère. Ah non, ça le fait pas. C'est peut-être parce que j'avais mis 140 au régulateur. La voiture s'est dit, bon allez, je vais aller mettre à 140. Bon, je vais juste laisser passer la voiture. Et je vais m'insérer. Allez, 130. J'accélère à 122, il veut pas dépasser 122 lorsque je suis ah, c'est bizarre. Et là maintenant il me dit moteur froid. Oh mince, il va vite se rééteindre. Et ça voulait pas dépasser 122 km/h. J'avais beau appuyer plus sur la pédale, ça dépassait pas 122, très bizarre. Remets-toi en élec s'il te plaît. Là je suis en phase de descente, donc au pire ça ne consomme pas. Bizarre. On va retester. Donc là c'est bon, je suis repassé en électrique. J'annule mes aides. Ça c'est moi qui gère. Allez, je réaccélère. Alors là je suis peut-être un petit peu en descente, c'est ça qui va aider. Là je suis toujours en 100% électrique, à voir sur le plat s'il reste. Donc je vais ralentir justement pour essayer de retourner. Allez. Donc là je suis à 115, je réaccélère. Si cette fois-ci ça y va. Ok, donc 130. Pourquoi il me redémarre le moteur? On devait annuler quand je remets le régulateur à haute vitesse. Ah oui, c'est à cause du double pignon. Ce qui fait que sur autoroute, c'est peut-être plus intéressant de rouler avec le moteur thermique qui alimente. C'est peut-être ça, il faudrait que je redemande aux ingénieurs. Mais en tout cas, à 130, il veut me remettre le moteur thermique. Et moi, je veux pas, puisqu'on a dit qu'on roulait seulement en élec aujourd'hui. Donc, je veux EV s'il te plaît. Je ressors de l'autoroute pour pas me prendre le péage, mais effectivement au-dessus de 122 la voiture elle veut repasser en thermique, alors que normalement on peut pouvoir rouler en électrique plus haute vitesse, mais lorsqu'elle sait qu'on va rouler sur l'autoroute, elle va passer en mode thermique pour conserver cette batterie, puisqu'elle veut pas, à mon avis, que ça... Ah, j'ai un péage ici quand même? Non, je pensais que ça allait être gratuit. Pour ne pas que justement ça consomme trop de batterie, et sur autoroute bah, c'est dommage, mais ça préfère vous dire non non, bah tu vas prendre le thermique. J'ai quitté l'autoroute, le but maintenant c'est de faire de la route, de la départementale, de la nationale, et traverser des petits villages et voir ce que ça va donner dans ces conditions là. Pour le moment j'ai épuisé 2 barres sur 10, donc 20%, mais j'en suis déjà à 31 km réalisés. On enlèvera 2-3 km à la fin, puisque ça roulait un petit peu en thermique. En tout cas là sur ces routes très dégradées ici là, je fais exprès de passer dans les trous et autres. Eh bien c'est pas mal. C'est une route ça? Propriété interdite. Je sais pas où je suis passé les amis. Je sais pas si ça c'est une route vraiment. Propriété privée. Ouais non. Je sais pas où je suis allé. J'ai suivi le GPS. J'aurais peut-être pas dû. Non, si on peut passer là-bas. Et c'est quoi là-bas? Ouais, quand je vois que la Clio passe à peine, je vais pas jouer avec ça. Bon. On va faire demi-tour. Oh, en vrai, tout terrain, ça passe partout. Rayon de braquage plutôt correct. J'aurais pas dû passer là en fait. Pourtant, ça dit que c'est une route. Très bizarre. J'en suis arrivé à 52 km
À 52 km, j'ai perdu 50% de batterie, donc 5 barres, il m'en reste 5. Alors je crois que la 10e, elle reste toujours allumée quand c'est marqué 0. Mais pour le moment, j'en suis à 52 km en électrique. Donc on va dire on enlève les deux quand ça a redémarré un petit peu sur route. On va dire 50 km déjà. C'est plutôt pas mal, hein. Je continue, le GPS en chaque fois en train de recalculer, parce que je lui fais rajouter des bouts. Mais je continue, tout ça pour vous. Pile poil, je viens de rallumer les caméras. Mode EV annulé. J'ai vu qu'il me restait 0 km parce que je suivais pas forcément le compteur. 73,5 km réalisés en 100% électrique. En faisant le bout que vous avez vu, pas mal de 90, ensuite de l'autoroute un petit bout à 130, mais enfin plus entre 110 et 122, puisque sinon le petit bout 130 ça n'a pas vraiment compté en 100% élec. 73,5 km, ce qui est vraiment pas mal, surtout en ayant fait de la route qui roulait plutôt bien et pas mal de bouts à 90-110. Et ensuite j'ai continué là sur des petites routes entre 70 et 80 tout le long. C'est pas mal, hein. 73 km. C'était annoncé pour 81 sur un mixte. On est pas très loin, donc allez, on va dire qu'on enlève 2 km parce que ça roulait en thermique. 70 km. 70 km en 100% élec, c'est bien. On a une batterie que de 17,7 kWh pour rappel. C'est correct. Et à partir de maintenant, là je suis toujours en électrique, puisque là je suis dans une ville et je suis arrivé, j'ai freiné, donc ça a rechargé un petit peu. Et on repasse cette fois-ci sur un IHEV simple. C'est juste que la grosse batterie fait tampon comme la toute petite qu'il y a d'habitude, sauf que là elle est plus grosse. C'est 10 km de moins qu'annoncé, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon allez, petit débrief sur ces voitures. Je vous le fais dans la voiture puisque j'ai pas le temps en fait de refaire l'extérieur, caméra, tout ça réinstaller. Je pense que c'est vraiment des bonnes autos. On a toujours la rigueur Honda. On a une suspension qui est plutôt confortable mais avec une certaine fermeté. On sent que le châssis est ferme. On l'a vu également pendant l'atelier un petit peu off-road et les mises en difficulté. Et puis ça reste vraiment très agréable. On a le choix entre 2 roues motrices ou 4 roues motrices. 2 roues motrices soit en PHEV comme ça, soit en HEV. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Moi je pense que je prendrais plutôt une 2 roues motrices IHEV, donc juste hybride simple, parce que recharger moi je n'en ai pas forcément les moyens et je peux pas le faire chez moi. Et même quand on est en hybride, c'est quand même sympa et là c'est rien de repasser. Le mode hybride, moi, me convient bien. Après, si vous préférez le confort de l'électrique et autres, il y a quand même un petit peu plus de silence lorsqu'on est avec ce PHEV. Même si je trouve que c'est pas forcément la moins bruyante de tous lorsqu'on roule en électrique. Il y en a des un petit peu plus silencieuses que ça. Ça reste très bonne auto. 70 km, c'est convenable. Et pour l'autre version, au niveau des consommations, aux alentours des 6 litres. Ça reste raisonnable, ça reste quand même un gros bébé. Il ne faut pas oublier que c'est un des plus gros SUV de chez Honda. En tout cas en France c'est le plus gros. Donc 6 litres pour un gros SUV, on peut transporter la famille avec un volume de coffre très confortable. Je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez aimé cette petite vidéo, le petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'essaye d'autre. Est-ce que ça vous tente que je fasse la Honda Jazz? Il me semble que c'est une des seules Honda que j'ai pas fait maintenant. J'ai fait des Honda moto, j'ai fait des Honda voiture. On a fait tous les SUV, mais effectivement, on n'a pas fait la Jazz. Dites-moi si ça vous intéresse. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!